fidèles sur la chaîne YouTube Xeweul TV et bienvenue dans votre émission Réussir son bac. Et pour ce nouveau numéro, on a l'honneur et le privilège d'accueillir M. Kassé. Bonjour professeur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur au lycée de Prohan, professeur de français. Sans doute avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de français. Vous le connaissez, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thématiques. D'abord, le 18e, le 19e et le 20e siècle, mais également les différentes fonctions de la littérature que nous allons, bien entendu, revisiter avec vous. Merci, cher Ahmed Tidiane. Merci de l'opportunité que vous m'offrez de parler de la littérature, parce que, comme vous l'avez dit, je suis professeur de français au lycée de Prohan depuis bientôt 4 ans. Et en cette période de pandémie, je pense que l'école a fermé ses portes depuis bientôt 3 mois, on va dire. Ce qui fait que c'est une occasion qui nous est offerte de parler de la littérature afin justement de rappeler certains principes, certaines notions également aux élèves. Alors, comme vous l'avez dit, je pense que le programme a été bien défini. On va d'abord parler du 19e siècle. Ensuite, on va parler des différentes fonctions de la littérature. D'accord, merci. En tout cas, ce fut un honneur également pour nous de vous recevoir, bien entendu, sur ce plateau. Monsieur Kassé, vous venez de le dire, aujourd'hui nous allons parler avec vous de littérature. D'abord, ou bien dans la première partie, bien entendu, nous allons parler des différents courants, c'est-à-dire le 19e et le 20e. Pour le 19e d'abord, qu'est-ce que c'est que le 19e siècle? Quelles sont les caractéristiques de ce courant littéraire? Alors, déjà, pour comprendre l'évolution littéraire d'un siècle, il faut au préalable parler du contexte, parce que chaque siècle a un contexte particulier. Il faut également rappeler que la littérature et l'histoire sont intimement liées, ce qui fait que l'évolution historique des fois peut avoir des ramifications au niveau de la thématique littéraire, au niveau par exemple des thèmes littéraires qui sont développés. Par rapport au 19e siècle, le contexte, en fait, c'est un contexte de développement extraordinaire dans tous les domaines. Il y a un foisonnement aussi bien intellectuel, un foisonnement scientifique, qui fait que dans beaucoup de domaines de la vie, aussi bien scientifique, technologique, il y a eu une certaine manifestation de la réussite humaine. Par exemple, au niveau de la science, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une certaine évolution, une certaine progression extraordinaire, si bien que il y a eu un développement considérable à tous les niveaux. L'homme a montré une maîtrise, un savoir-faire. Il y a eu par exemple la construction de gratte-ciel. Il y a eu par exemple la découverte de nouvelles sources d'énergie, comme l'électricité. Et cela a fait que, sur le plan social, il y a eu une certaine construction de la société. Avec la mécanisation, on a assisté à un développement industriel considérable. Et ce développement industriel a été à l'origine pratiquement de l'ensemble des soubresauts qui se sont déroulés au 19e siècle. Et ce développement-là a justement été au milieu de ce qu'on a appelé la question sociale développée par les littéraires. D'un côté, il y avait les prolétaires qui étaient extrêmement pauvres. De l'autre, il y avait les bourgeois qui étaient extrêmement riches. Les prolétaires étaient justement ceux qui détenaient certaines réalités sociales. Ils étaient très pauvres, ils étaient très miséreux et ils n'avaient pas de travail parce que tout simplement c'était la plupart du temps des travailleurs manuels, des ouvriers, des miniers. Et en cela, il y a eu ce que Alfred de Musset a appelé plus tard dans la Confession d'un enfant du siècle, la question sociale, le malaise social, qui n'était rien d'autre que l'inégale répartition des richesses entre les pauvres et les riches. Et cela a été pratiquement le tournant même de ce qui a marqué les auteurs au 19e siècle. Si bien que la première manifestation, et on va commencer par parler de courant littéraire, c'est le romantisme. Le romantisme qui s'est développé au 19e siècle a été préparé bien avant le 19e siècle, au 18e siècle, en Angleterre par exemple, ou bien en Allemagne. Des écrivains comme Walter Goethe en Allemagne, ou bien Walter Scott en Angleterre, eh bien, ils se sont donné la peine de se séparer justement de ce rationalisme qui était en vigueur au 18e siècle, pour se focaliser sur autre chose de beaucoup plus important selon eux. Pour eux, le dénominateur commun de tous les hommes, ce n'est pas notre capacité à raisonner, mais c'est plutôt notre capacité à ressentir et à exprimer les mêmes émotions. D'accord. De l'enfant au vieillard, nous avons tous les mêmes sentiments et les mêmes émotions. Si bien qu'on a appelé ce courant le pré-romantisme. Et ce pré-romantisme a continué jusqu'au 19e siècle. Et par rapport justement à la question sociale, les auteurs, les poètes se sont rendus compte que face au contexte marqué par l'inégale répartition des richesses entre les bourgeois et les prolétaires, en fait la littérature avait montré certaines limites. Les limites c'était quoi?
c'était que les hommes politiques ne s'intéressaient pas à la littérature. Les pauvres également, à qui était destiné le message littéraire, ne pouvaient pas percevoir le message. Et pourquoi ça? Pourquoi ils ne pouvaient pas, pourquoi il n'y avait pas le pouvoir de perception, ce pouvoir de perception? C'est comme actuellement dans notre société. Oui. Le message qui est dans les livres, oui, c'est un message qui n'est pas accessible à la population. Problème d'alphabétisme. Par exemple, les pauvres n'avaient pas accès à l'éducation. Les pauvres ne maîtrisaient pas, par exemple, certaines particularités linguistiques. Tout ce qu'ils voulaient, en fait, c'était avoir le minimum de salaire pour pouvoir vivre. D'accord. Donc, il y avait ce problème-là qui était à l'origine, justement, du fait que le message n'était pas bien perçu. Donc, la littérature avait montré ses limites. Et en cela, les poètes se sont détournés de la question sociale pour se consacrer sur autre chose. Ils pensent que l'homme, justement, devrait extérioriser ses émotions, parler de ses sentiments, parler également de ce qu'il a à l'intérieur de son cœur. Et en le faisant, l'homme devient le porte-parole de tous les hommes. Donc le poète qui chante ce qu'il a à l'intérieur de son cœur, c'est celui qui est le porte-parole de l'ensemble des hommes, comme l'a dit Victor Hugo. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Ce qui veut dire que nous avons les mêmes émotions et les mêmes sentiments. Et je rappelle que le romantisme est né en 1820. Et cette date correspond à la publication des Méditations poétiques par Alphonse de Musset. De Musset, oui. Et plutôt Alphonse de Lamartine. Donc c'est Lamartine qui, en 1820, a fait la publication des Méditations poétiques. C'est la date officielle de la naissance du romantisme en France. Et c'est Victor Hugo qui a été considéré comme le chef de file du romantisme. Mais avant, professeur, vous me permettez, avant Victor Hugo, il y a eu Chateaubriand. Oui. Et comment ça s'explique entre Hugo et Chateaubriand, bien entendu? Alors, parce que vous me permettez, parce que Hugo même, quand il était élève encore, il disait que mon plus grand rêve, c'était devenir Chateaubriand. Je vais être Chateaubriand ou rien. Oui, Chateaubriand ou rien, exactement. Ce sont ses propos. Oui. Il a dit, je vais être Chateaubriand ou rien. Oui. Mais comme je l'ai dit, oui, le pré-romantisme a précédé le romantisme. D'accord. Et Chateaubriand appartenait au XVIIIe siècle plus qu'au XIXe siècle. Il était à cheval entre les deux siècles. Son influence était considérable dans la mesure où c'est lui qui, en France, avec Madame de Staël, ont développé des thèmes lyriques au niveau de la littérature. C'est comme s'ils se sont inspirés, par exemple, des auteurs anglais ou bien des auteurs allemands pour parler de thèmes lyriques au niveau même de la littérature française. Dans les mémoires d'outre-tombe, il parle justement de l'importance de la mort, de l'après-vie. Par exemple, dans René, qui est un roman autobiographique, il nous parle de sa vie, de sa propre existence, en insistant justement sur des thèmes qui sont des thèmes lyriques. Donc il a une influence considérable, certes, mais comme je l'ai dit, il était à cheval entre les deux siècles. Il est plus du XVIIIe siècle que du XIXe siècle. Le pré-romantisme. Voilà. Ce qui fait que Alphonse de Lamartine va s'approprier la naissance du romantisme en France. Mais comme je l'ai dit, c'est un mouvement qui a été bien préparé. D'abord, c'est un mouvement européen, le romantisme. Ensuite, petit à petit, il y a eu des ramifications en France, mais on considère la date de 1820, avec la publication des Méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine, comme le début, bien la naissance du romantisme en France. Victor Hugo va être considéré comme le chef de file à cause du fait que Hugo avait la possibilité de réunir dans son salon des auteurs qui avaient la même obédience littéraire. Par exemple, Charles Baudelaire, qui plus tard, et je le rappelle, va passer par tous les courants littéraires jusqu'au symbolisme. Par exemple, il va y avoir des auteurs comme Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset. Et tous ces auteurs partagent, si on peut dire, les dénominateurs communs d'exprimer un lyrisme qui est en nous. Et ce lyrisme s'opposait au rationalisme du siècle sortant. Si bien que le romantisme a posé ces thèmes particuliers liés au lyrisme. L'expression des sentiments, l'évocation de la mort, qui est inéluctable et qui nous attend. Le temps également, qui est considéré comme notre ennemi. Par exemple, Lamartine disait, dans le lac, ô temps suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Ce n'était rien d'autre qu'un appel au temps afin de s'arrêter pour pouvoir permettre à l'homme de jouir de la vie. Donc, de pouvoir, si on peut dire, goûter au bonheur. Ensuite, il y a eu par exemple le thème de l'évasion. L'évasion n'était rien d'autre que le fait de voyager. Un voyage qui pouvait être physique, parce que beaucoup d'auteurs avaient voyagé pour découvrir d'autres pays, mais également un voyage qui pouvait être imaginaire. La création ou bien la recréation d'un monde meilleur ou bien d'un monde imaginaire. L'évasion. Il y a donc tous ces thèmes qui ont été développés au niveau du romantisme. Ensuite, il faut savoir que chaque courant littéraire naît en opposition par rapport au courant qui l'a précédé. Si le romantisme est né en 1820, jusqu'en 1860, on va dire 65,
le romantisme a dominé, mais progressivement le romantisme a décliné. Parce que à partir de 1850, il va y avoir une certaine révolution au niveau de la société française. La révolution, c'était quoi? Les pauvres n'acceptaient plus cette situation de domination, cette situation de pauvreté extrême dans laquelle ils étaient. On se rappelle de la date de 1848 qui correspond à la révolution française, avec la prise de la Bastille. Tout à fait, Cette révolution a permis aux pauvres, justement, de remettre en cause la royauté, c'est-à-dire la monarchie, qu'ils voulaient remplacer coûte que coûte par la démocratie, parce qu'ils pensaient que seule la démocratie pouvait leur permettre justement d'accéder à... De s'exprimer librement. De s'exprimer, d'accéder à la richesse, d'être libre, comme on a dit par exemple dans la Constitution ou bien dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ils pensaient qu'en faisant des révolutions, ils pouvaient justement accéder à cela. Donc il s'est posé un malaise social considérable que certains auteurs ont pris la peine de s'approprier et de montrer cela en littérature, d'où la naissance du réalisme. Le réalisme. Donc il y a eu une certaine fluidité entre le romantisme et le réalisme. Mais cela est passé par le contexte social, comme je l'ai dit. La société évolue et cette évolution se déteint sur la littérature. Donc c'est par rapport aux événements, par rapport au contexte que justement la littérature évolue. Et cette évolution est extrêmement importante dans la mesure où, comme je l'ai dit, avec la Révolution française, les gens ont pris conscience que cette inégalité ne pouvait pas perdurer. Ainsi, on a remis en cause, le peuple dans sa majorité a remis en cause la monarchie, a remis en cause la royauté avec une certaine forme, même des fois violente. Et le réalisme est né dans ce contexte particulier. Le réalisme est basé sur le réel, est né à partir du réel. Et le réalisme a été théorisé par Gustave Flaubert. Mais avant Flaubert, il y avait également d'autres qui avaient joué un rôle considérable. Par exemple, Stendhal. Il a joué un rôle considérable car il fait partie des premiers qui, avec des voyages en Italie, se sont rendus compte que la littérature ne pouvait pas seulement être enfermée dans une expression lyrique. Que la littérature, pour avoir une certaine utilité, devait voir ce qui se passe au niveau de la société. Donc, à partir de là, il y a une certaine organisation des auteurs qui ont réfuté le fait que la littérature ne devait pas être émotionnelle, que la littérature ne devait pas être égoïste, que la littérature ne devait pas être enfermée dans un égotisme. Si bien que Gustave Flaubert, Stendhal, ils sont nombreux, Joris Karl Huysmans, ils se sont réunis pour former une école littéraire. Parce qu'au début, le réalisme c'était une école littéraire qui n'avait pas la prétention d'être un courant littéraire. Quelle est la différence, professeur? Voilà. Alors, une école littéraire, c'est une manifestation. C'est-à-dire, c'est comme un groupe d'amis qui partagent le même objectif, la même finalité littéraire. Parce que le romantisme a mis du temps pour être considéré justement comme un courant littéraire par rapport à son ampleur, par rapport justement à ses ramifications, par rapport au thème développé. Mais quand Gustave Flaubert se réunissait en compagnie de ses amis, il n'avait pas la prétention justement d'aspirer à ce que son courant littéraire, ou bien sa vision littéraire, puisse être considérée comme un courant. D'accord. Ce qui fait qu'on a considéré cela comme une école littéraire. Et le réalisme est né dans ce contexte particulier, basé sur le réel, ou bien basé sur la description de la réalité. Cette réalité, même si elle était mauvaise, même si elle n'était pas belle, même si elle était odieuse, il fallait la décrire. Donc à partir de là, Gustave Flaubert s'est fait le théoricien de ce courant littéraire qu'on va appeler le réalisme. Le réalisme. Et le réalisme... Comment il se caractérise pour aller tout vite? Voilà, le réalisme est caractérisé par la recherche de la neutralité, la recherche de l'impersonnalité, contrairement au romantisme. Les réalistes ne veulent pas parler d'eux. Ils pensent que l'auteur ne doit pas parler de ses émotions ni de ses sentiments. L'auteur doit lever les yeux en un moment donné sur sa production pour regarder ce qui se passe au niveau de la société. Donc c'était la recherche également de la perfection formelle, parce que pour eux, l'auteur devait avoir une certaine perfection formelle, si bien que Gustave Flaubert va demander à ses condisciples de faire des recherches documentaires. Et ces recherches documentaires doivent être basées sur une certaine recherche plutôt de la neutralité. D'accord.